toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Power Apps pour les applications Canvas où nous allons décortiquer l'utilisation des formulaires. Qu'est-ce que c'est qu'un formulaire dans une application Canvas? Eh bien, un formulaire, tout simplement, c'est un objet qui va vous permettre de modifier ou de créer un élément dans votre base de données. Alors ici, on a un exemple avec une base de données SharePoint où quand je sélectionne un objet, le détail de tous les champs apparaît dans mon formulaire et je peux modifier mes données, enregistrer et ça va se sauvegarder dans ma source de données. Alors un formulaire dans l'éditeur, on va pouvoir l'observer en le sélectionnant, qu'il est composé, vous voyez ici, de data cards, lesquels contiennent divers objets qui vont permettre d'agir sur ce formulaire. Et quand on s'intéresse au data card, on s'aperçoit qu'un data card correspond à un champ de notre base de données. Je vais donc avoir théoriquement autant de data cards que de colonnes dans ma source de données. Et je vais pouvoir ici, sur les champs, modifier les champs, en ajouter ou en supprimer. Donc là, je viens d'ajouter un champ. Il est effectivement apparu ici. Et si je veux le supprimer, je peux tout à fait, à l'aide de la touche du clavier, ajouter ou supprimer un champ. Je peux également ajouter des data cards personnalisés. Donc ajouter une carte personnalisée. Et dans celle-ci, je vais pouvoir insérer des contrôles personnalisés. Ou par exemple mettre une barre de progression et texte. Maintenant, nous allons supprimer ce formulaire. Et donc, je vais recréer ici ce formulaire pour vous montrer les propriétés importantes. Donc, dans mon menu Insérer, j'ai ici formulaire de modification. La première chose qu'on voit, c'est que je suis invité à me connecter à une source de données. Donc ici, dans source de données, la première chose à faire, c'est que je vais sélectionner ma liste SharePoint. Quand on ajoute une source de données SharePoint à un formulaire, par défaut, il va importer toutes les colonnes personnalisées de notre liste. Donc là, j'ai déjà mes colonnes de base qui sont insérées et je peux, en cliquant sur modifier les champs, éventuellement enlever celles qui ne m'intéressent pas ou éventuellement en ajouter d'autres. Vous noterez que ici, je viens d'ajouter la colonne, la date de création de l'élément. C'est une colonne système qu'on ne peut pas modifier. Donc le champ va apparaître en lecture seule, il ne sera pas modifiable. Pour pouvoir sélectionner un élément dans mon formulaire et l'afficher, eh bien, je vais avoir une autre propriété qui va être la propriété item. Donc on peut retrouver ici dans la catégorie données. Et là, on voit que le champ est vide. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais lui indiquer que je veux voir l'objet sélectionné dans ma galerie qui est ici, juste à côté. Et donc dans mon formulaire, propriété item, je précise que c'est l'objet sélectionné dans ma galerie. Et vous voyez, j'ai bien l'item 4 qui est sélectionné dans mon formulaire et je vois bien les données de l'item 4. Et si je change
l'item 3, et ben je vais avoir affiché l'item 3. Là-dessus, on va pouvoir voir également les modes de formulaire. Donc la formulaire a différents modes. Il peut servir à créer un nouvel enregistrement, ce sera le mode New. Il pourra servir à éditer un enregistrement existant, ce sera le mode Edit. Et enfin, il peut servir tout simplement à visualiser un enregistrement sans le modifier, et là, à ce moment-là, il sera en mode View. Vous retrouverez ce mode ici dans les propriétés de base. Vous avez un sélecteur, et là, c'est le mode dans lequel le formulaire va s'afficher par défaut. Par défaut, quand on le crée, il est en mode modifié, mais on peut tout à fait dire que notre formulaire, son mode par défaut, ce sera affichage. Et à ce moment-là, vous voyez que les contrôles, ici, eh bien, sont passés en lecture seule, on ne peut plus rien modifier. A l'inverse, si quand je sélectionne mon formulaire, je le mets en mode par défaut en nouveau, à ce moment-là, quand je passe en mode lecture, vous remarquez que je peux sélectionner un item, ça ne change de rien dans mon formulaire, tous les champs sont vides. En fait, ce formulaire ne va servir qu'à créer un nouvel élément. Ce mode, ici, quand on sélectionne le mode par défaut, c'est l'état dans lequel le formulaire va être lancé. Mais on va avoir tout un tas de fonctions qui vont permettre de basculer d'un mode à l'autre. Par exemple, si je crée ici un bouton nouveau, je récupère le nom de mon formulaire, là j'ai créé un bouton nouveau, je vais pouvoir lui mettre la fonction newForm et le nom de mon formulaire. Et quand je vais cliquer sur le bouton nouveau, mon formulaire qui est en mode édition va passer en mode nouveau. De la même manière, si je veux que mon formulaire passe en mode, par exemple, affichage, je vais préciser ici la fonction viewForm. Je vais mettre le nom de mon formulaire. Et quand je vais cliquer sur un item, mon formulaire va passer en mode vue. Et donc, la dernière étape, c'est pour pouvoir modifier un élément déjà existant, eh bien je peux rajouter dans ma barre un bouton qui sera modifié. Et qui aura pour fonction edit form et le nom de mon formulaire. Et donc là, si je reprends depuis le début, si je clique sur nouveau, j'ai mon formulaire qui me passe en mode créer. Si je clique sur un élément, mon formulaire va afficher les détails en mode view. Et si je veux modifier cet élément, je n'ai qu'à cliquer sur le bouton modifier. Et à ce moment-là, mon formulaire passe en mode édition. Et là, je peux changer les valeurs des contrôles dans mon formulaire. Une fois tout cela terminé, on va créer un dernier bouton qui va être enregistré. Et pour enregistrer, on va utiliser la commande submitForm. SubmitForm qui permet de soumettre un formulaire. Et encore une fois, on précise le nom du formulaire. Donc quand je passe en mode lecture, si je clique sur un élément dans ma galerie, que je passe en mode modification et que je renomme un élément, je peux enregistrer mes modifications grâce à la commande submitForm et on voit que ma modification est bien reportée dans la galerie, ma base de données s'est mise à jour. Et donc pour récapituler, pour fonctionner, un formulaire a besoin d'une source de données, donc ici dans l'exemple c'était une liste SharePoint, d'un mode, donc qui peut être le mode View, Edit ou New,
donc pour voir, éditer ou créer. Il lui faudra également, dans le mode Edit et dans le mode View, un item sélectionné à afficher. Et enfin des cartes de champ ou data card qui vont permettre de voir ou d'agir sur les champs de données de notre source de données. Une des propriétés intéressantes des formulaires, ce sont les propriétés actions. On va avoir 3 types d'actions. Le plus souvent, on utilisera l'action onSuccess, mais on peut avoir aussi des comportements sur le onReset ou sur le onFailure. Et alors, ces propriétés vont être très importantes car elles vont nous permettre de déclencher des actions une fois que notre formulaire a été soumis. Et dans le cas où il a été soumis, on peut par exemple avec succès, on va par exemple pouvoir mettre un navigate vers un autre écran. Et pourquoi cette propriété est intéressante, c'est que notre action ne va se déclencher que si le formulaire a été envoyé avec succès. Et donc la source de données a retourné à l'application une information comme quoi ce formulaire, les données envoyées sont valides. Donc ici, par exemple, si je fais une modification et que j'enregistre mon formulaire, en cas de succès, j'ai navigué sur mon écran un trou. Par contre, si le champ titre qui est obligatoire est vide, et que je tente d'enregistrer mon formulaire, la navigation ne se fait pas parce que l'événement onSuccess ne s'est pas déclenché. Et j'ai un message d'erreur qui vient de ma source de données et qui indique que le titre ici est obligatoire. On peut se servir de ces événements pour guider l'utilisateur. Et je peux par exemple mettre ici une notification. Les données ont été mises à jour avec succès. Et je vais préciser que notification est de type success, elle apparaîtra sur fond vert. Et à l'inverse, sur mon onFailure, je vais plutôt indiquer qu'il y a eu une erreur et indiquer à mon utilisateur qu'il doit vérifier ce qu'il a renseigné dans le formulaire. Et donc pour un autre item, par exemple, si je change le titre, qui est obligatoire et que je ne mets rien, je vais avoir ma notification qui apparaît en haut de l'écran. Et à l'inverse, si je lui mets un nom et que j'enregistre, j'ai mon navigate qui se fait et ma notification qui m'indique que j'ai bien saisi les données. Et donc ça, c'est vraiment une best practice d'utiliser ces événements onSuccess et onFailure plutôt que de les mettre en séquentiel derrière le bouton Submit Form, parce que le Submit Form, ici, si je mets mon action Notify, je ne vais pas pouvoir déterminer que mon formulaire a bien été envoyé avec des informations valides. Et donc l'action que je vais mettre derrière va se déclencher de toute manière. Alors que si je me contente de mettre mon Submit Form dans mon bouton Enregistrer, et que derrière, j'utilise les événements onSuccess et onFailure pour déclencher d'autres actions, là, je vais avoir vraiment un meilleur contrôle sur ce qui va être fait après la soumission de mon formulaire.
Une autre fonctionnalité intéressante sur les formulaires, c'est que on va pouvoir récupérer avec la fonction lastSubmit, on va pouvoir récupérer les informations de l'enregistrement qui vient d'être envoyé, soumis avec la commande submitForm. Donc là, on va pouvoir par exemple, dans notre onSuccess, agir sur la notification et on va pouvoir préciser par exemple l'ID et le titre de l'item qui viennent d'être modifiés. On va pouvoir mettre en dynamique, donc j'ajoute un dollar avant le texte, je mets des accolades pour insérer ma donnée dynamique, et donc celle-ci va être self pour faire appel au formulaire, parce qu'on est en train de modifier cet objet-là, lastSubmit, et la colonne qui nous intéresse, ici ça va être l'ID. Et je peux copier ce petit insert dynamique, le mettre après item et préciser ici le titre. Et donc là, ce qui va se passer, c'est que quand je vais modifier un item et que j'enregistre, ma notification m'indique l'ID de l'item et son titre. Ce qui est particulièrement intéressant dans le cas où on crée un nouvel élément, parce que l'ID de l'élément va être octroyé par la source de données, et donc ça m'évite d'avoir à réinterroger ma liste SharePoint pour savoir quel est l'item de l'élément que je viens de créer. Ici, si je le mets, je crée un nouvel élément depuis mon formulaire avec des dates, hop, une image, et si j'enregistre, donc là je suis bien en mode new, je vais créer un nouvel élément, je n'ai aucune idée de l'ID qui va être déterminé par ma source de données, mais quand j'envoie mon formulaire, le lastSubmit me retourne l'ID qui a été attribué par ma source de données. Et donc, j'ai bien mon élément qui s'appelle EC45, et lui, il a l'ID 10. D'ailleurs, on peut faire apparaître sa colonne ID et vérifier que c'est bien l'ID 10 qui a été déterminé par la source de données. Et je n'ai pas eu à réinterroger ma source SharePoint pour savoir quel ID a été donné par mon formulaire. Alors maintenant, nous allons voir un peu plus en détail comment fonctionnent les data cards, et notamment les pièges à éviter et les fonctionnalités natives de base qui parfois sont très intéressantes. Alors ce qu'on va tout de suite remarquer quand on sélectionne un data card, c'est qu'ici, on a un petit tooltip avec un cadenas. Et par défaut, les data cards sont en statut verrouillé. C'est-à-dire que si je m'intéresse aux propriétés du data card, vous voyez ici, j'ai un invite déverrouillé pour modifier les propriétés. Et je vais avoir des propriétés verrouillées qui apparaîtront sur fond gris et d'autres qui seront modifiables, même en mode verrouillé. Alors la plupart des contrôles derrière vont avoir aussi ces propriétés qui vont être verrouillées ou libres. Donc on s'aperçoit que on peut tout à fait changer par exemple la couleur du texte sans avoir besoin de déverrouiller le data card. Et alors déverrouiller le data card, ce n'est à faire que si vous avez des personnalisations à faire qui nécessitent de le déverrouiller. Parce qu'une fois que vous aurez déverrouillé un data card, il y a des actions que vous ne pourrez plus faire. Notamment, ce qui est très intéressant sur les data cards, c'est de voir un peu, quand on va ici sur modifier, et on va pouvoir sélectionner le type de contrôle. Et donc là, si je m'intéresse à mon champ texte, je vais pouvoir sélectionner ici, je vais avoir le choix entre 8 options. Donc modifier le texte,
modifier le texte en plusieurs lignes. Je vais pouvoir le changer et mettre uniquement les valeurs autorisées. Et donc là, si je m'aperçois que mon champ texte s'est transformé en combo box, et dans ce combo box, je vais pouvoir préciser des valeurs autorisées. Par exemple, si je veux que mon multiline text, voilà, je pourrais déverrouiller le data card et ici indiquer les valeurs autorisées. Et je peux tout à fait dire que mon champ, en fait, c'est finalement juste un champ afficher le texte, et il ne sera pas modifiable. Donc là, si je passe mon formulaire en mode view, ou que je le passe en mode edit, mon champ ici sera toujours en mode lecture. Donc je vais peut-être le faire sur un champ où il y a de la donnée pour que ce soit plus parlant. Par exemple, si je détermine ici que le titre, je vais le mettre en non modifiable, en afficher texte, et bien voilà, je n'aurai plus la possibilité de modifier ce champ-là. Même en passant le formulaire en mode édition, mes autres champs restent modifiables, mais plus celui-ci. Voilà, une fois que j'ai déverrouillé un data card, par exemple ici, si je déverrouille mon data card title, je vais avoir accès à tous mes paramètres, je vais pouvoir tout modifier. Par contre, ici, ce qu'on va remarquer, c'est que si je retourne dans champ modifié, vous voyez, l'affichage ici a changé. J'ai mon title data card qui va être suivi de la mention personnalisée avec un infotexte sur en savoir plus sur les cartes personnalisées. Et là, on s'aperçoit que je ne peux plus du tout changer le mode comme c'est le cas plus bas. Je n'ai plus accès à ces data cards préconfigurés. Mais par contre, ici, je vais pouvoir changer complètement la disposition et customiser complètement la disposition des objets dans mon data card. Je vais pouvoir également en ajouter d'autres. Si je veux ajouter par exemple un icône, ici c'est possible. Par contre, si je veux ajouter un icône dans un data card qui est verrouillé, alors c'est possible, hein, mais vous voyez, il va nous proposer de déverrouiller la data card et d'ajouter l'objet. Et encore une fois, quand on déverrouille le data card, eh ben, on se prive de toutes les modifications, les types de contrôle présélectionnés. Pour les types de contrôle préformatés, on va avoir plusieurs choses intéressantes. Par exemple, si on s'intéresse à un champ booléen, on va avoir modifier la bascule ou on va avoir une option modifier les options. Et là, on a notre champ booléen qui est en mode bouton radio. Donc ça, c'est une option native. Hein. Vous pouvez rebasculer de l'une à l'autre ou alors passer en mode lecture seule, afficher la bascule ou encore afficher le texte. Vous aurez d'autres options sur un champ numérique. Vous avez de base modifier le numéro. Vous pouvez mettre un curseur. Vous pouvez mettre une évaluation avec des étoiles. Et vous avez encore la possibilité soit d'afficher la valeur, d'afficher un pourcentage, ou d'afficher un combo box avec des valeurs autorisées. Une fois, là encore, pour les valeurs autorisées, il faudra quand même déverrouiller le data card parce que vous remarquerez que la propriété allowed values est ici verrouillée. Mais je peux tout à fait déverrouiller mon data card une fois que j'ai sélectionné les valeurs autorisées.
Et ici, dans Allowed Values, je peux remplacer la formule de base par un séquence 10 par exemple, et là je vais avoir des valeurs possibles entre 1 et 10. Et l'utilisateur ne pourra sélectionner que ces valeurs. Donc c'est un moyen de guider la saisie de l'utilisateur. Donc pensez-y, parce que si vous avez par exemple un champ texte pour lequel vous finalement vous souhaitez que l'utilisateur puisse simplement sélectionner des valeurs de texte et ne pas mettre un texte personnalisé, eh bien ne déverrouillez surtout pas le datacard et passez sur un mode valeur autorisée, par exemple ici, valeur autorisée. Une fois que c'est fait, vous pouvez déverrouiller le datacard et dans les valeurs autorisées, vous pouvez mettre une table avec vos options au format texte. Et l'utilisateur ne pourra sélectionner que ces options. Et votre donnée sera enregistrée au format texte. Même si dans le formulaire, vous avez une liste de choix. Et par contre, si je veux revenir en arrière, si je veux que mon champ numérique soit à nouveau sur une saisie libre comme mon champ description, bah là par contre j'ai déverrouillé mes datacards. Donc ici je ne peux plus revenir en arrière, ils sont passés en personnalisé. Et bien, la seule solution c'est tout simplement de supprimer mes datacards et de les ajouter à nouveau dans mon formulaire. Et donc, j'avais un champ number et un champ description. Et quand je les réincorpore dans mon formulaire, ils ont repris leur format de base, qui est la saisie numérique et texte manuel. On peut d'ailleurs le vérifier ici, modifier le numéro et modifier le texte. Alors pour aller plus loin dans le fonctionnement des datacards, on va s'intéresser maintenant à leurs propriétés qui permettent de charger des valeurs par défaut et surtout de faire les mises à jour à la source de données. Donc ces propriétés, elles sont très simples. Il y a la propriété default. Donc dans tous les champs par défaut, vous allez retrouver thisItem, point et le nom de la colonne. Donc ça veut dire que quand je vais ouvrir ce formulaire, la propriété title par défaut, eh ben ce sera le thisItem, donc l'item sélectionné, point title. Et ça, je peux le modifier. Ça va être en mode édition, c'est effectivement le titre que j'ai enregistré, mais je peux dire qu'en mode nouveau, en mode création, en mode new, eh bien je vais suggérer un titre par défaut. Donc je vais pouvoir mettre une condition. Je vais appeler l'objet parent de ma datacard qui est le formulaire. Et ma condition, ça va être if parent mode égale form mode.new. Donc si mon formulaire est en mode new, je veux que mon titre par défaut, eh bien ce soit, on va l'appeler titre suggéré. Sinon, donc si mon formulaire est dans n'importe quel autre mode, eh bien je veux que ce soit le titre de l'item sélectionné. Et je ferme la parenthèse de ma condition. Donc ici, mon formulaire est en mode édition. J'ai bien le titre 4 qui apparaît. Si je sélectionne un autre item, c'est bien son titre qui est affiché en mode vue. Par contre, si je passe mon formulaire en mode créé, en mode nouveau,
eh bien, la valeur par défaut va être remplacée par titre suggéré. Donc c'est un moyen de changer une valeur par défaut en fonction du mode de notre formulaire. De la même manière, on va pouvoir utiliser notre propriété update en fonction de la situation. Par exemple, sur ce champ date ici, qui va être mon champ start, eh bien, je vais pouvoir déverrouiller mon data card et sur le même principe que tout à l'heure, dans la propriété update, je vais rajouter une condition et dire que si mon formulaire est en mode nouveau, eh bien la date sera aujourd'hui. Donc je rajoute today. Par contre, si le formulaire est dans un autre monde, je vais récupérer la valeur de ma data card value qui est un sélecteur de date. Et je peux même ajouter ici que mon data card ne sera visible que si mon formulaire est dans un autre mode que le mode new. Donc parent mode différent de forme mode.new. Vous voyez, déjà ce qu'on va remarquer, c'est que si je sélectionne un item, mon champ start est visible, mais si j'en crée un nouveau, mon champ start a disparu. Et quand je crée mon item, titre 98, et que je sélectionne, il m'a bien mis la date du jour dans mon champ start. Et si je modifie cette date, pour mettre la date d'hier par exemple, et que j'enregistre, on constate alors que le champ ne s'est pas mis à jour à la date du jour, car j'avais bien mis cette condition, que le formulaire soit en mode nouveau, pour que la date du jour soit mise dans l'update. Et pour terminer ce chapitre sur l'actualisation des données grâce au formulaire, eh bien on va pouvoir voir qu'on peut utiliser la fonction patch. Donc je vais créer un nouveau bouton, l'appeler patch. Et ici, à la place de mon submit form, je vais pouvoir utiliser la fonction patch, indiquer ma source de données, ma liste SharePoint, et à la place de l'enregistrement, je vais pouvoir préciser que je veux le form1.updates. Et là, ça va être très intéressant parce qu'avec cette fonction, je vais créer tout simplement la possibilité de dupliquer un enregistrement. Donc si je sélectionne mon item EC45 et qu'ici je passe en modification et que je l'appelle 57 et que je change par exemple mon image et que j'appuie sur patch, eh bien je vais ici créer un nouvel item qui aura les mêmes dates et les autres colonnes que je n'ai pas modifiées, mais qui va avoir une image différente et un titre différent. Et donc là, j'ai une fonction de duplication grâce à mon formulaire. Donc voici la formule, tout simplement, patch, et dans l'update, je précise form1.update. Donc littéralement, il va patcher ma source de données avec l'enregistrement contenu dans mon formulaire.
À savoir que cette astuce, vous pouvez l'utiliser pour, par exemple, envoyer des pièces jointes avec un patch. Donc, sachant qu'on ne peut pas le faire directement, il faut souvent passer par un formulaire avec un champ pièces jointes. Et là, par contre, avec un patch, vous pouvez envoyer vos pièces jointes de formulaire dans votre source de données avec un patch. Maintenant, nous allons pouvoir voir comment personnaliser notre formulaire, changer la disposition des data cards et aussi l'apparence et rendre notre formulaire responsive. Donc là, la première chose qu'on peut voir, c'est que par défaut, notre formulaire s'est mis en mode 3 colonnes. Donc on va avoir sur le formulaire des propriétés qui vont permettre ici de changer par exemple le nombre de colonnes. Vous voyez que les colonnes s'ajustent automatiquement, ou je peux le mettre en une seule. Et je vais pouvoir aussi avoir une disposition verticale, donc le titre au-dessus, la donnée en dessous, ou horizontale, à savoir le titre à gauche et la donnée à droite. Et mes colonnes fonctionnent toujours. Donc ça, c'est quand j'ai activé l'option aligner sur les colonnes et que je change ici la disposition. Dans ce mode de fonctionnement basique, vous pouvez changer l'ordre des champs grâce à l'option modifier les champs. Et donc ici, je peux déplacer mes champs. Et si je veux que le titre apparaisse en premier, je le sélectionne, je le mets tout en haut. Donc ça, c'est pour le changement de disposition, j'allais dire, basique. Maintenant, vous avez la possibilité de modifier l'ordre des data cards en les déplaçant. Alors pour les déplacer, vous cliquez d'abord sur le data card et ensuite vous voyez le curseur change quand on passe au-dessus du tooltip. Et là, on peut changer la position du data card sur sa ligne. Donc là, j'ai mis booléen, number, multiline. Et si je veux que mon number soit en premier, je le déplace en déplaçant son tooltip. L'ID, je le déplace en déplaçant son tooltip. Et comme ça, je peux changer ma disposition. Et donc là, on voit que ça a inversé quand je change de ligne. Donc mon multiline text, ici, si je le mets là, automatiquement, j'ai un champ qui va repasser en dessous. Il y a une possibilité de changer la disposition des data cards qui est beaucoup plus précise et que j'ai fini par adopter et à utiliser systématiquement. C'est donc dans les propriétés de mon formulaire. Une fois que j'ai fait ma disposition globale, c'est-à-dire que j'ai déterminé que mon formulaire serait sur 3 colonnes en moyenne, qu'il aurait une disposition verticale, eh bien, je désactive l'option aligner sur les colonnes. Et ce qui va être très intéressant d'observer, c'est que mes data cards, ils ont une position X et Y dans les propriétés de base qui va être en pixels. Et alors c'est très intéressant parce que cette position en pixels, on ne va pas du tout l'utiliser. On va plutôt s'intéresser aux propriétés X et Y en mode avancé. Alors vous voyez, mon data card est verrouillé, mais je peux les modifier. Et là, on s'aperçoit que les coordonnées en X et en Y, eh ben, elles sont remplacées par des coordonnées comme dans une grille. Donc là, il faut imaginer qu'on a une grille qui part du 0, la ligne 0, jusqu'en bas, la ligne 10 par exemple. Et ici, on a 3 colonnes, donc je vais avoir une colonne 0, une colonne 1, une colonne 2. Et quand je vais changer les coordonnées dans mes propriétés avancées, eh bien, mes data cards vont changer également de disposition. Et donc, si je me dis que le titre, que la colonne Gantt, elle doit être sur la ligne 3, vous voyez instantanément
instantanément, elle va passer à la troisième ligne. Si je veux qu'elle soit sur la deuxième colonne, je change la coordonnée en X et elle vient se mettre sur la deuxième colonne. Et si je veux avoir 4 éléments sur la même colonne, je vais m'assurer qu'ils soient tous sur la même coordonnée Y. Et je vais tout simplement faire en sorte que, au niveau de la largeur, mes 4 items puissent rentrer sur la même ligne. Donc je vais réduire ici la taille de chaque colonne. Et là, mon quatrième champ va pouvoir rentrer sur la même ligne. Et de la même manière, si je veux modifier tous ces éléments et les mettre une ligne plus haut, par exemple, eh bien, je vais pouvoir sélectionner. Alors on ne peut pas sélectionner plusieurs data cards directement dans l'éditeur. Il faut passer par l'arborescence. Donc là, il faut que je retrouve avec ma touche contrôle enfoncée ma colonne Gantt et la colonne number. Et ici, je vais pouvoir leur attribuer un Y commun. Je vais le mettre à la ligne 5 tout en bas. Et j'étais déjà tout en bas. Si je le mets à la ligne 0, par exemple, tout en haut, mes champs vont passer en haut. Alors voilà, il faudra peut-être que j'ajuste ici pour dire que mon titre, il doit aller sur la colonne 1, sur la ligne 1. Donc, si je récapitule, par exemple, si je veux que mon ID ici, qui est en X1, Y2, si je veux le retrouver tout en haut de ma liste, je le mets en 0 et 0. Il va venir se positionner tout en haut. Alors j'ai déjà un champ ici qui est en 0, 0, et bien je vais le décaler. Et ma colonne ID se retrouve bien en haut à gauche. Ce qui va permettre, par exemple, si je veux une ligne ici avec seulement mes dates, start et end, je les mets toutes les deux sur la ligne 2, et toutes les colonnes que je veux voir après, je les bascule sur la ligne suivante. Et ici, je vais avoir une ligne avec seulement mes dates début et fin. Je vais pouvoir mettre la date de début avant la date de fin. Et en dessous, je vais avoir les autres champs sur une même ligne. Mais cet espace ici, à droite, je ne l'utilise pas parce que c'est la mise en page que j'ai déterminée. Alors que si j'étais resté sur la fonctionnalité de base pour aligner les champs sur les colonnes, il m'aurait forcément mis un champ ici et je n'aurais pas pu le laisser vide, à moins de créer un data card personnalisé pour meubler l'espace. Une autre propriété intéressante sur les data cards, c'est la possibilité ici d'ajuster la data card à la largeur. Donc là, dans mon cas où j'ai 3 data cards, on voit que ça n'occupe pas tout l'espace. Et bien en fait, si je vais activer cette fonctionnalité, vous allez voir que l'espace va se remplir. Et je peux l'activer sur toutes, ça va distribuer de manière égale entre chaque champ qui vont faire la même taille. On voit qu'ici ils sont tous à 230. Et surtout quand je vais passer en mode lecture, on va pouvoir voir ici que si je me mets en affichage tablette par exemple, mes data cards se sont bien alignés ici à l'espace libre. Si je pivote, ça va être la même chose. Et donc je vais avoir un formulaire qui va être responsive. Contrairement à plus bas où je n'ai pas activé l'option, où là mes data cards auront une largeur fixe. Ce qui est intéressant aussi, c'est que la propriété ici, largeur, de mon data card, si j'active cette option, ça va devenir la largeur minimale.
c'est-à-dire que mon item ici, je lui avais mis 200 en largeur. Je devrais retrouver cette valeur si je désactive l'ajustement à la largeur. Vous voyez, c'est bien 200. Donc j'ai saisi cette largeur avant, ce sera la largeur minimale. Mon data card ne pourra pas faire moins de 200 pixels de large. Et quand j'active, vous voyez que la largeur se met à jour en fonction de l'application, de la taille de l'écran de l'application. Donc je vais activer cette option sur tous mes data cards. Et ce qu'on va voir, c'est que esthétiquement, ce sera quand même beaucoup plus intéressant. Parce que là où j'avais mis 2 champs uniquement, mais ils vont occuper toute la largeur. Là où j'en ai 4, de la même manière, ils vont se répartir de manière égale. Et quand j'en ai 3, eh bien on va s'apercevoir ici que j'ai un champ qui avait une largeur peut-être minimale un peu plus importante et qu'ils occupent tout l'espace qui leur est attribué. Là, ma description, eh bien, elle va occuper toute la largeur du formulaire parce que si je regarde, normalement, ça va être le seul item sur ma ligne 1 ici. Voilà qui va vous permettre de faire des formulaires personnalisés avec des data cards qui vont se positionner où vous le souhaitez et surtout qui vont s'adapter au périphérique de l'utilisateur. Alors je vais vous partager également une astuce qui permet de modifier toutes les apparences de texte, de couleurs de la plupart des items de votre formulaire. Donc là on a un formulaire assez éparse avec des champs images, du texte, des sélecteurs de dates. Et donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner notre formulaire. On va aller dans les propriétés avancées. Alors, je vous explique tout de suite, hein, c'est un bug. C'est-à-dire que quand on va changer la disposition et qu'on va la passer en horizontale, et qu'on va utiliser la fonction précédente, annuler, et bien ce qui va se passer, c'est que vous voyez ici, tous nos data card value, data card key, et bien sont sélectionnés. Et là, je peux tout simplement changer ma police et ça va se faire dans tous les champs. Donc ce qui est très intéressant parce que là je vais pouvoir tout passer en texte 11 pixels, en épaisseur de police en demi-gras par exemple. Bien, ça va se mettre à jour dans tous mes contrôles. Donc ça c'est une astuce qui permet quand même de faire gagner pas mal de temps quand on veut personnaliser un formulaire. Et si on veut aller plus loin, par exemple là on s'aperçoit qu'on a finalement pas beaucoup d'options, et bien on peut aller ici dans l'arborescence, désélectionner par exemple le contrôle Add Picture, les contrôles data card de sélection de date. Et bien là on va s'apercevoir qu'on va avoir des options en plus. Et si on va un peu plus loin et qu'on enlève par exemple tout ce qui est combo box ou drop down, normalement on devrait avoir on devrait avoir des options personnalisées de couleurs et on va pouvoir changer la couleur de certains éléments. Alors, il m'en reste peut-être encore un ou deux. Voilà, un combo box ici. Et là, je vais pouvoir changer la couleur de texte et mettre en vert. Voilà, tout mon texte. Et la couleur de fond, si je veux par exemple l'afficher dans un vert très clair ou mettre un gris, hop, je peux changer toutes mes propriétés d'un seul coup. Voilà, le seul impératif, c'est que il faut que les items aient des propriétés communes. C'est-à-dire que là, si j'ajoute, quand j'avais un combo box, il n'avait pas de propriété fill, par exemple. Donc je ne pouvais pas changer la couleur de fond. De même qu'il n'y avait pas une seule propriété color dans les combo box. Donc je ne pouvais pas changer la propriété de couleur de texte. Mais voilà, retenez l'astuce. Je sélectionne mon formulaire. Je passe la disposition
en horizontal ou en vertical. L'essentiel c'est de changer de mode et après je fais un CTRL-Z et là je me retrouve avec mon formulaire et tous les contrôles du formulaire qui sont sélectionnés. Voilà. Il ne me reste plus qu'à désélectionner ceux qui n'ont pas des propriétés communes. Par exemple, si ici on a une bascule et là des sélecteurs de date ou des combo box, et ben, on va voir que ça libère des options en plus. Voilà, merci à vous. J'espère que cette vidéo vous aura apporté pas mal de choses sur l'utilisation des formulaires. Et je vous dis à bientôt pour un autre chapitre. Merci, au revoir.